Born Podcast. Le niveau d'un ou d'une athlète ne se mesure pas à sa taille. C'est ce que confirme sans cesse la ponote Laurie Malesson du haut de ses 1,56 m. Celle qui partage sa vie avec le créateur de Born Podcast enchaîne depuis une dizaine d'années les grosses performances sur tous les terrains, du cross au marathon, en passant par la piste et les classiques. Sur les rives de la Loire, à Brive-Charensac, quelques heures seulement après sa victoire au cross des As du guide allemand, Laurie Malesson est revenue sur la genèse de son histoire avec la course à pied, mais aussi sur sa vie millimétrée. Jeune maman, infirmière et athlète emblématique de la Haute-Loire, la licenciée de volley athlétisme s'est révélée encore davantage après sa grossesse, avec des records personnels en 2h40 sur 42 km 195 et 33,48 sur 10 km. Laurie Malesson, Superwoman, bonne écoute. Bonjour Laurie, merci d'avoir accepté l'invitation. Je prends le relais du créateur du podcast. Pour ceux qui ne savent pas, tu partages ta vie avec Pierre. Donc pendant cet entretien, si tu le veux bien, d'abord on va débuter avec des questions flash. Après j'aimerais aborder ton évolution en tant qu'athlète. Et enfin, on va parler du marathon qui semble être une distance sur laquelle tu te projettes. Bonjour Emma, avec plaisir. Alors, on va commencer par les petites questions, donc tu peux répondre spontanément. Est-ce que tu te définis plus comme une crosswoman ou comme une routarde ? Je dirais cross. Ouais. Ta marque de running préférée ? Nike. Un club d'athlétisme ? Volley athlétisme. Course au chrono ou course à la place ? Au chrono. 15 km du Puy ou 10 km de Vénissieux ? À 10 km de Vénissieux. Plutôt maniaque ou plutôt bordélique ? Maniaque. Footing solo ou avec Pierrot ? J'aurais dit avec Pierrot, mais actuellement c'est compliqué, c'est chacun son tour maintenant. Courir sous 40 degrés ou avec moins 10 degrés ? 40 degrés. Suivre le plan du coach à la lettre ou bien ajouter ta touche perso ? Tendance à suivre le plan à la lettre et je rajoute parfois ma petite touche, c'est vrai. Mais c'est plutôt à la lettre en général. Eh bien parfait, merci pour toutes tes réponses. Donc si tu le veux bien, on va revenir à la genèse de ta relation avec le sport. Oui. J'ai vu que tu avais pris ta première licence à 19 ans. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur les années avant, au primaire, au collège, au lycée ? Elle faisait quoi la Laurie qui avait 15 ans ? Qui avait 15 ans, elle faisait pas beaucoup de sport. Je m'y suis mise tardivement, surtout en course à pied. Dans mon entourage, j'avais beaucoup de monde qui faisait du sport, notamment mon père. Je l'ai toujours vu courir, faire du vélo. Enfin, voilà, il a toujours été actif et il l'est encore. Et c'est lui qui m'a un peu donné le goût à tout ça. Alors des fois, je t'avoue que ça me portait peine d'aller avec lui et d'aller faire des kilomètres de vélo ou de courir. Et puis, un âge où j'y suis allée de moi-même. Et j'ai poursuivi et j'ai pris une licence dans un club et c'est de là où tout a démarré en fait et que j'en suis là aujourd'hui. Et le club c'était volley athlétisme ? Ça non, avant c'était pas un club, c'était une asso sur pas très loin de chez toi, sur Toyac. Et après je suis allée dans mon premier vrai club, c'était le Courir en Amblaise. Avec Henri Rivaud à l'époque qui nous coachait. On était un groupe de filles, c'était plutôt intéressant parce qu'on avait une équipe notamment pour les crosses et certaines courses. Et ensuite je me suis rapprochée de chez moi c'est beaucoup plus simple pour moi donc d'aller sur le Puy à volley athlétisme où j'y suis, je ne saurais même pas te dire depuis combien de temps, ça va faire une quinzaine d'années que je cours. Et ma licence à volley, elle doit dater de une bonne dizaine d'années, je dirais, à peu près, ouais. D'accord. Et donc en fait, avant de courir, t'as pas fait d'autres sports ? Alors pas de sport d'endurance, un peu de natation, c'était pas grandiose non plus, mais voilà, c'était plutôt un loisir. Et ma grande passion à l'époque, c'était l'équitation. Donc j'ai fait pas mal d'années de l'équitation. Et ensuite, j'ai rien fait et je me suis mise à courir sur le tard. Et pourquoi, selon toi, tu t'y es pas mise plus tôt ? C'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui. Je me dis peut-être que j'aurais eu d'autres capacités actuellement si j'avais débuté l'athlé bien plus jeune. Ou pas d'ailleurs, j'en serais peut-être écœurée, je sais pas du tout.
Parce qu'à mon époque, je sais pas, c'était pas courant de courir, justement, et même presque pas mal vu, mais c'était bizarre de voir des jeunes courir comme ça sans but, parce que les gens demandent souvent mais pourquoi tu cours, c'est quoi ton but? Donc ouais, est-ce que c'est pour ça, je sais pas, mais non, ça me plaisait pas à cette époque-là, voilà. Et après, comment tu t'entraînais à cette période? T'allais justement avec un groupe, tu y allais quelques fois par semaine, tu faisais déjà des courses? Alors c'est vrai qu'à l'école déjà, j'étais plutôt, j'étais pas mauvaise dans cette discipline. Dès qu'il fallait courir, voilà, je me débrouillais, je faisais même parfois les crosses du collège. Donc j'avais des capacités et je savais que je me débrouillais bien. Donc dès que j'ai commencé à intégrer l'assaut ou un club, je courais déjà comme ça de mon côté. Et c'était structuré, mais c'était des petits entraînements 1 fois ou 2 par semaine, pas plus, 1 ou 2 footings. Et puis après, quand j'ai eu un coach, ça s'est développé, quoi. Ça s'est structuré, on va dire. Voilà, jusqu'à courir, s'entraîner comme je le fais aujourd'hui. Et alors, en tant qu'athlète polyvalente, tu prends part aux crosses, aux courses sur route, mais aussi sur piste. L'année dernière, tu as fait 31e des championnats de France de cross à Challans. Oui. Et juste aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, tu viens de remporter le cross de Firminy. Est-ce que pour toi, c'est essentiel de faire les 3 ? Est-ce qu'un jour, par exemple, tu pourrais imaginer une saison sans cross ou une saison exclusivement sur piste ou sur route ? Oui, je pense que c'est bien de faire les 3. C'est bien de faire les 3 parce que c'est varié, c'est pas monotone. Ça peut servir, le cross peut nous servir pour la saison sur route, etc. Mais si on veut tout faire dans une année, ça fait beaucoup, je trouve. Et moi personnellement, après, j'accumule de la fatigue et je le ressens en fin de saison, donc on est moins performant. Mais je pourrais faire l'impasse, sur une discipline, sur une saison, et me consacrer vraiment à quelque chose, ouais. Et c'est laquelle t'as préférée parmi les 3 ? Les crosses. J'ai vu aussi qu'en 2012, tu avais terminé ton premier 10 km en 44,11. Ah oui. Il y a un mois, tu as couru 33,48. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre ces 2 courses et qu'est-ce qui s'est passé entre toutes ces années ? Et je pense que c'était à Vénissieux toutes les deux. À mon avis, mon premier vrai 10 km dont tu parles, ça devait être celui de Vénissieux. Et pour l'anecdote, il faisait tellement froid. C'était la seule compétition que j'ai faite avec un collant long. J'étais pas en short, j'avais trop froid et c'est vrai que il y a eu de la progression, il y a eu du chemin entre ces 2 courses. Et je pense qu'à l'époque, j'imaginais pas faire 33, moins de 34 minutes quelques années après, quoi. Ça c'est sûr. Et ça représente quoi pour toi ce chrono ? Parce que l'année dernière, tu as fait plusieurs courses sur route et tu étais toujours très proche de faire tomber cette barrière, mais jamais vraiment. Et là, en fait, tu es arrivé à Vénissieux et tu l'as bien cassé pour de vrai. C'est une satisfaction parce que c'était un objectif, je m'entraîne pour, donc c'est un peu la récompense. Mais j'ai oublié la question de base. Tu as souvent, l'année dernière, tu as souvent fait proche des 34, mais sans jamais passer en dessous. Et là maintenant, tu as réussi à le faire comme ça. Et est-ce que tu t'y attendais ou comment tu as abordé ça ? Je m'y attendais pas vraiment parce que je savais pas trop où j'en étais à cette période au niveau des entraînements. Je m'entraînais, les séances passées, elles passaient pas avec une grande facilité non plus, mais elles étaient correctes. Donc je savais pas trop évaluer ma forme à ce moment-là. Et je me suis dit allez, j'y vais. C'est pour essayer de tomber cette barrière du 34 minutes comme tu l'as dit. Donc je prends le risque. J'y vais. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Je l'aurais tenté. J'aurais pas de regrets. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis partie là-dessus. J'avais mon allure et j'ai vu que ça se passait bien. Donc j'ai maintenu le rythme et la grande satisfaction à l'arrivée, quoi. Ouais, vraiment. Moi, c'était mon objectif que je pensais réaliser en 2026. Du coup, je l'ai fait là en fin d'année, donc c'est génial. Avec la victoire en prime. En plus, ouais.
Et quand tu as fait 44, tu faisais déjà des séances? Oui, je faisais des séances, ouais. Je faisais des séances. Je courais moins qu'aujourd'hui, mais ouais, je m'entraînais, ouais. Et donc, tu avais un coach qui était dans ce club qui te disait ce qu'il fallait que tu fasses? Exactement, ouais. C'était Henri Rivaud à l'époque qui me coachait et on recevait. Moi, j'ai un peu toujours procédé comme ça. J'ai toujours des coachs pas présents physiquement aux entraînements. Donc, je recevais mon plan d'entraînement à la semaine, comme je fais actuellement d'ailleurs. Et voilà, avec un débrief. Je me rappelle plus à l'époque. Je sais qu'il était accessible. Je l'appelais quand j'avais une question ou quoi. Mais on faisait un petit débrief peut-être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et les week-ends, on arrivait à se retrouver avec le groupe et partager les entraînements ensemble. Donc il était souvent là. Je le voyais à peu près une fois par semaine, ouais. D'accord. Et donc, à ce propos, comment tu fonctionnes maintenant? Tu as un coach qui est toujours à distance, tu l'as dit. Oui. Et donc, c'est une façon de travailler qui te convient? Ça fait longtemps que tu es suivie par ce coach? Patrice Ducré, il me suit depuis... Bonne question. Depuis des années. Rapidement, quand j'ai intégré l'athlétisme, faudrait que là tout de suite, j'ai pas l'année en tête, mais oui, ça fait ça doit faire 8 ans qu'il me suit, je pense, facile. Et donc, il était d'abord sur place, il habitait dans ma ville. Donc il était présent aux entraînements, il sait comment je cours, comment je procède, comment je m'entraîne, ma foulée, il me connaît bien. Et puis pour des raisons professionnelles, il est parti en Outre-mer. Donc là, c'était impossible de le suivre et d'être là, qu'il soit là pour les entraînements, mais il a accepté quand même de continuer de m'entraîner, même à distance, parce que moi c'était mon souhait. Donc pareil, je reçois des plans. Donc maintenant il est plus en Outre-mer, hein, il est au Canada, mais c'est tout aussi loin. Donc je reçois des plans à la semaine. Je le connais, hein, maintenant on a nos habitudes, donc je sais ce qu'il veut dans ses plans. Il sait comment je fonctionne, il sait comment je cours. Donc voilà, l'échange se fait assez bien, quoi. Et c'est vrai que on n'a pas besoin d'être en fait proche pour que ça fonctionne. C'est intéressant. Et ça veut dire que tu t'entraînes seule? Ah oui, bien souvent, oui, seule. Alors c'est vrai que je trouve toujours... je vais quand même m'entraîner sur le site de mon club, donc il y a toujours du monde, je m'échauffe avec eux, on discute, mais on n'a pas les mêmes séances. Moi j'ai ma séance et eux ils ont la leur. Après, ça arrive que quelqu'un la fasse avec moi, hein, mais j'ai pris l'habitude de m'entraîner seule. Au début, c'était dur pour moi parce que j'avais du mal à me rentrer dedans, comme on dit, sur les séances. Et puis après, en fait, maintenant que je me connais bien, que je connais mes allures, ça roule. Voilà, je me fie à l'allure, au ressenti, et j'ai besoin de personne. Voilà, je fonctionne comme ça. Et au moins, je respecte mes allures parce que j'avais tendance à un peu suivre le rythme des personnes devant, donc ça faussait un peu des fois l'allure, ouais. Forcément, il y a du positif et du négatif, et comme tu dis, on peut être amené à suivre, et des fois c'est bien, ça peut te faire passer un cap, mais d'autres fois, ça peut un peu te mettre dans le rouge, et je pense que finalement, quand tu t'entraînes seule, tu te connais aussi très bien, et c'est même plutôt pratique sur plein d'autres aspects aussi, j'imagine. Voilà. Alors c'est vrai que la motivation, des fois, y a des athlètes qui adorent chausser leurs baskets, partir, faire des grosses séances. Moi aussi, mais dans des conditions idéales. Il faut qu'il y ait au moins 20 degrés. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, l'hiver, c'est plus contraignant, c'est plus compliqué de trouver la motivation. Quand il fait nuit, quand on sait qu'un groupe nous attend, c'est peut-être plus motivant, ouais. Mais comme tu l'as dit, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc l'un et l'autre, c'est ouais. Tant que tu t'y retrouves, oui. C'est l'essentiel. Maintenant, on va aborder un autre sujet. Donc, tu figures toujours très bien aux 15 km du Puy, que tu as couru à 11 reprises. Ouais. Regardez. L'an dernier, tu as réalisé 54-52. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours qui est assez vallonné et exigeant, et c'est un peu une course mythique pour tous les poneaux. Ah oui. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure quand j'ai dit 10 km de Vénissieux parce que c'est mon record et que c'est tout frais. Mais
les 15 km du Puy, on en a déjà parlé toutes les deux auparavant. C'est la course locale, on l'affectionne quand même beaucoup. Donc ouais, j'aurais pu répondre aussi 15 km du Puy également. Et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette course? J'ai envie de te dire du stress. Je sais que tu partages un peu mon point de vue. C'est une course qui est quand même qui est compliquée. Elle a un label international, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit plate. En fait, elle est vallonnée. 15 km, c'est une distance particulière. Moi, je pense qu'il n'y en aurait pas dans ma ville, j'en aurais jamais fait. Enfin, c'est vrai que je connaissais pas vraiment, enfin, c'est pas courant. Et enfin, c'est domicile, c'est à la maison. Tout le monde, enfin, il faut vivre les 15 km de sa vie, du Puy une fois dans sa vie pour se rendre compte ce que c'est, parce qu'il y a une ambiance. Toi, tu l'as faite aussi plusieurs fois. Enfin, sur tout le parcours, il y a toujours une ambiance de folie. On a l'impression qu'on est au Tour de France et que je sais pas, mais c'est génial. Et c'est également stressant parce que les gens nous reconnaissent, nous encouragent. Donc on n'a pas envie de les décevoir non plus. On est connus, c'est comme dit à la maison, donc ouais, ça met un petit stress supplémentaire. Mais après c'est chouette. On y revient tout le temps, quoi. Chaque année, on a envie de la faire. Ou au moins d'aller la voir. Si on ne peut pas la faire, on est sur place ce jour-là, quoi. Je pense qu'il y a qu'au Puy que les gens demandent « tu vaux combien au 15K ?» Ah oui, ça, Je suis sûre que ça existe nulle part en France. C'est tout ce qui fait la beauté de cette course et qui met la pression, comme tu dis. Ouais. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, bah oui, c'est encore plus important. Mais c'est vrai, parce que t'as un plateau d'élite assez relevé. Il y a des Kenyans, des Éthiopiens, enfin, donc il faut aussi s'aligner à tout ça et faire du mieux qu'on peut, parce que comme les athlètes un peu locaux disent, si tu te plantes aux 15 km du Puy, on le retiendra, quoi. Après, il faut jouer le jeu, enfin, c'est avant tout une fête aussi, quoi, pour la ville. Et non, elle est intéressante. Il faut la vivre, vraiment. Et pour ceux qui ne savent pas, pour un pono, c'est vraiment très important de casser la barrière de l'heure sur le 15K. Et toi, ça t'est arrivé il y a quelques années maintenant. Est-ce que tu te souviens de ce jour-là, de ce que tu as ressenti, de rentrer dans la team des gens qui avaient fait moins d'une heure aux 15 km du Puy? Ah bah c'est exceptionnel. Ah oui, c'est la référence, en fait. C'est vraiment la référence que tout le monde à tout niveau a, en fait. C'est l'objectif de cette course, c'est passer sous l'heure. Alors le parcours a changé quand même, parce que ça fait plus de 45 ans, je sais même combien il y a d'éditions. Ça doit être proche de 50, je ouais, pense. Voilà, donc il y a eu des changements de parcours, etc. Mais il faut passer sous l'heure. Donc ouais, c'était une satisfaction, ouais, c'est sûr. Est-ce que pour toi, c'est une course que tu intègres à ton programme ? Ou alors, ça tombe pas forcément à la meilleure période et tu l'as fait un peu comme ça, sur la forme du moment ? Ouais, elle fait pas partie des objectifs de la saison, mais si je peux la placer, je la rentre dans le programme. Voilà, oui. J'ai un indique qui m'a dit que tu apportais de l'importance à l'image que tu renvoyais sur les courses locales, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi les journaux, sur le mythique L'Éveil. Dans quelle mesure c'est important pour toi, en tant qu'athlète local, de bien figurer sur les courses et pas forcément que sur cette course d'ailleurs, mais en général? Alors ton indique, je pense le connaître. Alors c'est pas du tout une importance pour moi d'être là-dessus. Si je pouvais m'en passer, ce serait mieux. Et longtemps ça a été une source de pression, on va dire, pour moi, parce que j'étais l'une des athlètes locales, donc on en parlait. Il suffit que tu gagnes 2 courses par ici, ton nom est cité. Donc il y avait une image un peu qui s'était installée, et puis des fois quand tu discutes avec des gens, ils disent ah oui mais c'est toi qui as gagné, donc ça mettait plutôt une pression, et pour pas faire moins bien la fois d'après, quoi. Aujourd'hui je m'en fiche un petit peu,
c'est flatteur. Non, c'est super. Ça encourage, c'est certain. Enfin, oui, ça encourage. Mais ouais, c'est pas ce que j'y prête le plus attention aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Maintenant, j'aimerais ouvrir un autre chapitre et parler de toi en tant que femme en dehors de l'athlète que tu es. Donc, tu es infirmière à temps plein en hôpital psychiatrique. Oui. Tu partages ta vie avec Pierre, le créateur du podcast, qui court aussi. Également. Et tu es devenue maman en 2023. Qu'est-ce que cette naissance a changé dans ta vie d'athlète et comment tu trouves un équilibre dans toutes ces facettes de ta vie? Eh ben, ça a tout changé depuis le début. Ça a changé, ça change considérablement ma vie et j'essaie de m'adapter et de faire en sorte que ma discipline, enfin mon sport, s'adapte à ma vie actuelle et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que des fois je peux pas m'entraîner aussi souvent que je le voudrais ou que je pouvais le faire. Je m'adapte vraiment à mes nouvelles fonctions, on va dire, et il faut concilier entre la vie privée, la vie professionnelle, la course à pied. Donc c'est de l'organisation au quotidien. En fait, j'ai un rythme et j'essaie de toujours garder cette ligne de conduite. Ouais, ça a changé. La question se pose même plus aujourd'hui. Je m'adapte sans cesse, sans cesse à ça. Et la priorité, c'est vraiment mon fils aujourd'hui, par rapport à tout le reste. Et après, par rapport à ton travail et ta vie de couple et tout ça, t'arrives quand même à caler des bonnes semaines d'entraînement, tes compétitions. Enfin, oui. Vous êtes un peu la famille sport, j'imagine. Ah oui, surtout quand il y a des objectifs. On prépare en général souvent les mêmes courses où on a les mêmes objectifs avec Pierre. Donc lors d'une prépa marathon, oui, je te cache pas que c'est plus course à pied tous les week-ends qu'autre chose. Mais on s'organise, voilà, c'est chacun son tour ou ensemble parfois quand on peut. On essaie aussi d'intégrer les enfants quand c'est possible, mais bon, je t'avoue que c'est quand même compliqué. On préfère s'entraîner l'un après l'autre, comme ça au moins on perd moins de temps qu'avec les enfants. Au milieu, c'est plus difficile à gérer, mais on y arrive et c'est comme tu disais, c'est un équilibre en fait. Au début, c'est pas facile, il faut trouver ses marques et une fois qu'on les a, et surtout il faut accepter en fait, accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas faire ou qu'on va faire différemment. Laisser la place à l'autre. Quand Pierre prépare des courses et que moi j'ai pas de gros objectifs, et je lui laisse la priorité, et inversement il va me le laisser plus tard. Non, on s'entend. Alors des fois c'est source de petits conflits mais parce qu'on veut toujours en faire un peu plus. Des fois j'arrive 5 minutes en retard ou pas 5, c'est un peu plus de ma séance. Pierre il me dit moi je devais y aller, après il va faire nuit. Donc mais c'est rigolo quoi, c'est rigolo. Et c'est une force pour toi de partager cette passion avec la personne avec qui tu vis? Ah oui, carrément, parce que déjà on peut échanger là-dessus, se comparer parfois, même si on n'a pas le même niveau. Et puis, c'est notre mode de vie. Donc, nous, nos vacances, pas que, mais c'est une course. Et par exemple, je sais pas, on a été à Séville, il a fait le marathon, j'ai fait le 5 km et on a passé des vacances derrière. Valence, c'est pareil, on a fait le marathon, on s'est pris une semaine de vacances sur place. Ouais, donc c'est cool de pouvoir allier les deux, ouais, carrément. Et après, par rapport à ton travail, c'est un métier qui te permet de t'entraîner sereinement? C'est compliqué en fait, mais comme tout, on n'est pas professionnel, donc on a notre vie, on vit pas de la course à pied, donc on a. Et puis moi, je ne verrais pas vivre sans mon métier non plus, donc j'ai besoin aussi d'exercer ma profession. J'ai besoin d'exercer ma profession. Et en même temps, il faut jongler avec les entraînements. Donc je m'organise d'y aller avant le travail quand je peux et tout de suite après. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de marge. Donc dès que je pointe, j'ai déjà les baskets aux pieds et je pars courir de mon lieu de travail la plupart du temps.
Comme ça, j'optimise mon temps et ensuite la vie de famille prend le dessus. Mais ouais, c'est une grosse orga et c'est à la fois, je me répète, mais c'est un équilibre, quoi. Et c'est quoi tes horaires en général? Alors, j'ai de la chance de pouvoir avoir des horaires quand même qui me permettent de m'entraîner et d'emmener aussi mon fils chez la nourrice, de le récupérer. Je travaille à 9h et je termine à 17h. D'accord. Donc non, ça me laisse... alors c'est vrai, je fais plus des horaires de poste où j'avais mon matin ou mon après-midi pour m'entraîner. Mais après, avec notre fils, c'était plus possible de faire ces horaires-là. Justement, en parlant de ton fils, quand on analyse tes performances, on remarque que tu es encore meilleur qu'avant ta maternité. Comment tu l'expliques selon toi? Est-ce que c'est purement mental ou alors c'est physique? C'est un mélange des deux? Je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Avant d'avoir un enfant, je pensais pas que j'avais tout ce temps devant moi pour faire des choses. Je l'optimisais pas comme je devrais et en ayant un fils, je me suis aperçue que voilà, maintenant j'ai plus tout ce temps devant moi, donc le peu que j'ai, il faut l'optimiser à fond. Donc c'est pour ça que je m'organise et que je perds le moins de temps possible. Après, c'est une charge, alors Pierre aime pas ce terme, mais c'est une charge mentale tout de même parce que je vais courir, j'ai jamais la tête libre. C'est vite, allez, je sors du travail, vite je vais courir, mais en même temps que je m'échauffe, je pense, alors il faut que je donne le bain, je vais faire ci, ah oui, demain on a rendez-vous là, etc. Enfin, je vais avoir la tête qui pense à autre chose. Pendant la séance, c'est carré, je fais ma séance, il n'y a pas de souci. Et sur le retour au calme, je vais me remettre dans ma vie de famille. Allez, vite, il faut que j'aille le chercher, il ne faut pas que je sois en retard. Et c'est un peu stressant, c'est pas des entraînements plaisir, enfin du moins la semaine, quoi. Le week-end, j'ai plus le temps de me faire plaisir là-dessus, ça c'est certain. D'un point de vue physique, est-ce que tu te sens meilleur qu'avant? Et même mentalement? Ouais, et sur le plan physique, comme j'optimise justement, je pense que ça... je réfléchis pas en fait. Donc je m'entraîne du mieux que je peux. Je privilégie peut-être la qualité à la quantité parfois. Donc est-ce que c'est ça qui fait que j'ai eu cette progression et au niveau mental, je suis plus déterminée. Donc ça a dû jouer dessus. Et au niveau des sensations, tu te sens meilleur qu'avant? T'avais peur peut-être de ne pas réussir à retrouver ton niveau ou alors pour toi ça n'a jamais vraiment été une inquiétude? Si, je me suis questionnée quand même là-dessus. Après, si je le retrouvais pas, c'était pas grave parce qu'aujourd'hui j'avais une nouvelle vie. Mais la course à pied m'aurait quand même manqué si j'aurais dû faire que du loisir. Surtout la compétition m'aurait manqué. Mais c'est vrai que je me suis quand même inquiétée sur ça. Mais ça, j'ai vu que ça se mettait en place et que non, ça s'est fait naturellement en fait. Je me suis pas posé de questions et je suis retournée à l'entraînement, alors progressivement certes. J'ai vu que les résultats étaient là, donc ça m'a motivée pour continuer et voilà, c'est de fil en aiguille. Et comment tu as géré? Est-ce que tu as couru pendant plusieurs mois en étant enceinte et après, tu as mis combien de temps à reprendre l'entraînement et à retrouver ton niveau ensuite? Moi j'ai couru, oui effectivement, j'ai couru très tardivement dans ma grossesse. J'ai eu la chance justement de pouvoir le faire. J'étais quand même bien encadrée là-dessus au niveau médical. Ça c'est un autre sujet. J'ai essayé de chercher des revues médicales, des choses sur le sujet, mais il n'y en a pas beaucoup, donc c'était délicat. Et puis c'était aux sensations, aux ressentis. Donc moi j'ai pu courir jusqu'à bien 8 mois de grossesse. Et je pense que ça va peut-être faciliter la reprise derrière. J'ai repris après à 3 mois après mon accouchement, de mémoire. Bien sûr, après tout ce qui est rééducation, etc. Et puis de manière très progressive. J'avais un objectif aussi à ce moment-là, donc ça me poussait un peu à retourner à l'entraînement. Mais après, c'est comme une blessure. On reprend par des footings, et puis après des petites séances, et après, non, ça c'est reparti. Et puis on a envie.
On a envie, dès qu'on retrouve les sensations, on a été frustrés pendant tous ces mois à se limiter, donc là on a envie d'y retourner. Et peut-être que c'est ça, pour en revenir à ta question de tout à l'heure, c'était peut-être ça aussi la détermination et le fait que j'ai eu envie de vite y retourner et de faire des chronos, quoi. Tu te souviens de ta première course postpartum? C'était quoi tes sensations à ce moment-là et tout ce qui se passait dans ta tête? C'était dur, c'était super dur. C'était la corrida du Puy-en-Velay que tu avais gagnée justement. Et c'était inimaginable. Enfin, j'imaginais pas de suivre, t'accrocher parce que c'était pas possible. Mais ça va, j'avais quand même un bon rythme. J'étais dans un rythme de course quand même. Et il faisait en plus très froid. Alors moi qui déteste, le froid, surtout en courant. C'était dur. Il y avait des relances. Donc une corrida, voilà, tu vois ce que c'est, des petites montées, des virages. Ouais, ça a été très dur. J'avais le goût du sang dans la bouche à l'arrivée. Je me demandais même ce que je faisais là, mais j'ai rien lâché. Et puis, ouais, c'était l'impulsion. Après, je savais que j'avais des objectifs. Il fallait revenir sur une course. C'était pendant l'hiver, une corrida. C'est sympa, c'est jovial. Enfin, ouais, ça s'est fait comme ça, oui. Et difficilement. J'imagine. Comme toute première course après une coupure, c'est toujours difficile, mais c'est comme ça qu'on sait aussi qu'on apprécie. Ouais, et puis de remettre le pied à l'étrier, on a toujours peur de se relancer. Et une fois qu'on a pris le dossard, ça y est, c'est bon, la machine est en route, donc on enchaîne. J'avais enchaîné, je crois, 15 jours après avec une autre course ou 3 semaines, je sais plus. Donc voilà, il faut accepter en fait son état, en fait, qu'on en est là aujourd'hui et que voilà, on va se donner les moyens. Enfin, moi, j'allais me donner les moyens pour m'entraîner, progresser, retrouver mon niveau d'avant ou le dépasser ou pas, et j'adapterai en fonction de tous ces paramètres. Est-ce que tu trouves que ton fils te donne la force d'aller t'entraîner, ou est-ce que ça te donne un petit supplément d'âme sur les courses, sur les fins de course difficiles notamment? Ouais, alors au début c'était pas ça, parce que je culpabilisais d'aller courir, de le laisser et d'aller m'entraîner. Ouais, je pense que c'est un peu toutes les mères. Mais aujourd'hui, c'est une force. C'est une force et quand ouais, c'est vrai que quand ça va pas bien sur une course ou même à l'entraînement, des fois, je me dis allez, tu le fais pas garder pendant que tu cours pour rien, pour abandonner ou pour allez, tu te ressaisis et on y remet un coup, quoi. Si, c'est une source de motivation quand même. Et puis il est super fier. Après, voilà, je dis que j'ai fait une course, que j'ai gagné ou que j'ai pas gagné, que j'ai fait un chrono ou pas, il est content, quoi. Tu l'emmènes sur les courses pour qu'il puisse te voir? Certaines, ouais, quand on peut, on l'emmène, oui. Ouais. Après, on s'adapte, comme aujourd'hui. Ça faisait un petit peu de route, il faisait froid. Voilà, Jean-Pierre m'a dit non, on reste à la maison. Mais quand on peut, ouais, on les emmène, bien sûr. Et justement, dans la foulée, quelques mois plus tard, tu as réalisé ton premier marathon en 2024 à Paris, où tu as terminé première française en 2h46. Oui. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est une distance sur laquelle tu vas t'orienter pour les prochaines années? Alors, moi, je le sais toujours pas, parce que réellement, je sais pas si j'aime cette distance. J'en ai peut-être pas assez fait pour le savoir, mais ça me questionne. Je suis curieuse de voir ce que je peux faire. Je pense que j'ai quand même une marge, et j'espère que j'ai une marge de progression. Mais ouais, on va voir dans les années à venir si j'avais raison ou pas. Parce que quand on connaît l'affection de Pierre pour les marathons, j'imagine qu'il a aussi une influence sur toi de ce côté-là. Ah totalement, parce que pour moi un marathon c'était pas, il fallait être un peu plus mature pour en faire. Voilà. Alors aujourd'hui c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a des jeunes qui réussissent sur marathon. Mais sans lui, je pense que je m'y serais mise beaucoup plus tard. Il y a quand même 6 minutes d'écart entre ton chrono à Paris, oui, et celui de Valence. Ouais, quelques mois après, ouais. Est-ce que c'est le parcours, c'est l'expérience acquise sur ton premier qui t'a permis de mieux gérer la distance? Ouais, les deux à mon avis. Le parcours déjà, parce que Paris et Valence, c'est pas comparable.
L'expérience, sur le premier, il y avait de la prudence parce que c'est l'inconnu. Sur le second, un peu l'euphorie, l'effervescence aussi de Valence. Ouais, un peu les deux, oui. C'est quoi ton conseil pour réussir sur marathon pour une personne qui en a jamais fait par exemple? Bien y réfléchir. Non, je plaisante, mais vivre ça comme une expérience. On va passer par justement plein d'émotions, de sentiments. Et il faut pas se lancer. Il faut planifier les choses, s'y préparer et prendre du plaisir parce que c'est quand même long une prépa marathon. Ça demande beaucoup de temps, d'investissement. C'est une gestion. Moi, j'ai appris sur mon premier marathon. On n'a pas fait beaucoup, mais c'est vrai que quand on court sur route, sur cross ou quoi que ce soit, des petites distances, on n'a pas besoin de gérer le paramètre de l'alimentation. De s'alimenter pendant la course, c'est assez simple. Alors que sur marathon, ça l'est pas du tout. Il faut l'organiser. Où c'est que je vais mettre mes gels? Souvent les shorts n'ont pas de poche. Donc c'est des petites choses à gérer et qu'on apprend sur le tas ou qu'on sait pas forcément tout de suite quand on veut se lancer, mais c'est à prendre en considération. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance sur les gels, sur la nutrition en général. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et c'est quoi ton plan de nutrition sur un marathon? Mon point de vue, c'est important, c'est un facteur qu'il faut pas négliger, l'alimentation, l'hydratation, que ce soit pendant la préparation et pendant et le jour J. Moi, ma stratégie, déjà trouver des gels qui nous conviennent. Pour le coup, parce que j'ai fait l'expérience avec différentes marques et à force on sature, l'organisme il dit stop, on les tolère mal. Donc bien trouver, une fois que j'ai trouvé les gels, parce que pour moi c'était la façon la plus simple de m'alimenter sur cette distance. Et en petit format, parce qu'il y en a certains qui sont assez gros, donc j'y arrivais pas à les prendre en une fois, ça me donnait envie de vomir. Donc là j'en prenais tous les 5 km. Tous les 5 km, je me ravitaillais en sucre, on va dire, et bien s'hydrater. Et voilà, c'est seulement ça qui... Et puis bien sûr, pendant la prépa, avoir une alimentation adaptée en fonction de ses dépenses. De nos besoins. J'ai été suivie par une diététicienne là, pour mon dernier marathon pour m'aiguiller un petit peu là-dessus. Et c'est vrai qu'on pense connaître des choses, on s'informe, on voit plein de trucs dessus, mais il faut vraiment personnaliser et adapter à soi. Ça c'est super important, pour moi en tout cas. Et donc tout à l'heure tu as dit que tu savais pas vraiment si tu aimais la distance marathon ou pas. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Oui, parce que quand je prépare, déjà avant de faire la prépa, je me dis oulala, ça va être long, ça va être dur, etc. Et quand j'y suis dedans, je me dis en fait non, c'est super. Le jour de l'épreuve, c'est quand même marathon, c'est pas rien, donc c'est un gros effort physique, mental. On va rechercher on va chercher nos ressources au plus profond de nous. Donc c'est un mélange d'émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc à l'arrivée, moi je suis un peu déboussolée et je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai détesté. Parce qu'il y a de la douleur, de la souffrance, mais il y a de l'émotion, du bonheur aussi, de la joie. Vraiment on passe par toutes les phases. Et je suis tout le temps déboussolée après. Et quelques jours ensuite, je me dis en fait non, c'était super bien. C'était super bien, je vais le refaire, mais après t'as les courbatures qui te rappellent alors, donc ouais. Donc c'est pour ça, j'attends de on va dire, peaufiner un peu tout ça, ma préparation, faire des petits réglages, des ajustements, et je pense que je dirais que j'aime le jour où je ferai un temps un chrono que je rêve, quoi. Ouais. C'est une distance à ranger à part? Je sais pas s'il faut la ranger à part.
c'est une épreuve reine. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est l'accomplissement de plein de choses. Il faut... Ouais, c'est peut-être arrangé à part, t'as raison, ouais. J'avais pas vu sous ce angle, mais c'est vrai, ouais. Tu as aussi vécu des déceptions par rapport à cette distance. Ouais. C'est pas forcément un échec, parce que tu vas t'en servir pour plus tard. Mais est-ce que tu peux revenir sur le marathon de Berlin que tu avais préparé cette année, avec des conditions pas évidentes, parce qu'il faisait, je crois, 28 degrés, quelque chose comme ça. Il faisait très chaud. Il y a eu beaucoup d'abandons. Est-ce que c'est ça qui t'a empêché d'aller au bout? C'était peut-être la préparation qui se déroulait en été? Bah déjà, préparer un marathon l'été, ouais, c'est compliqué. Alors moi j'aime la chaleur, donc ça ne m'a pas dérangé sur ce plan-là, mais c'est vrai que l'été, pour moi, c'est la coupure un petit peu, où je profite, on part en vacances, donc la course à pied, ça en fait partie, mais c'est secondaire. Donc là, c'était vraiment la priorité presque, donc il fallait t'allais à la plage, mais tu rentrais pas. Tu rentrais, tu prenais les baskets et t'allais courir, et les autres restaient sur leur serviette, donc ouais, c'est pas cool. Ou t'essaies d'aller à des heures où il fait moins chaud. Donc ouais, c'est déjà compliqué de préparer un marathon à cette date-là. Et puis non, la prépa, c'est très bien passé, hein, vraiment. J'ai rien à dire sur la prépa, même sur l'alimentation, ce que je disais, tout était bien calé. Le sommeil également, tous les facteurs, tous les paramètres étaient au vert. Donc pour cocher la case, quoi, et remplir l'objectif, atteindre l'objectif. Et non, ce jour-là, je me suis rapidement sentie mal sur la course, et j'ai vite compris que j'atteindrais pas l'objectif. Je me suis questionnée sur le fait de continuer ou d'arrêter, parce que j'avais vraiment envie d'arrêter, hein. J'avais plus de jambes, hein, vraiment, et rapidement sur le parcours. Donc j'ai hésité, et puis au final ça a été la meilleure solution, la meilleure décision, parce que j'ai pu rebondir après sur d'autres objectifs. Mais c'est vrai que c'est une déception sur le moment, surtout quand j'ai vu Pierre sur le bord, et là les larmes sont venues, parce que c'est ce qu'on disait, j'ai pensé au sacrifice entre guillemets que j'ai dû faire pendant la prépa pour être ici. J'ai demandé à Pierre de venir, de m'accompagner. Alors lui était super content, parce que il était dans son environnement, il avait plein de coureurs. Lui ça l'a pas embêté, mais j'ai pensé aux enfants qu'on a laissés ici pour partir à Berlin. Donc ouais, l'émotion est venue, et là ça a été dur. Mais sur le point de vue personnel, non, c'était la meilleure, et sportif, c'était la décision la plus sage, vraiment. Donc dès le début, tu te sentais pas bien, et après t'as arrêté vers le semi, il me semble. Ouais, c'est ça. Le premier, beaucoup de stress déjà au départ. Alors, je remets pas en cause, hein. Il n'y a pas eu de paramètres extérieurs qui ont fait que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, hein. C'est pas du tout ça, mais un petit coup de stress au départ, parce que pour arriver dans le sas, il y a eu un effet de foule de masse. Les gens ont fait tomber des barrières pour atteindre le sas, et ça se bousculait, ça se piétinait. Ça m'a fait un petit peu peur là, tout de suite, avant, quelques minutes avant le départ. Donc un peu de stress, mais bon, après, une fois que le coup de feu était lancé, je me suis quand même canalisée sur mon effort. Donc non, ça allait, 5 km, j'étais dans mes temps, tout allait bien. 10e aussi, mais je me disais, oula, c'est quand même un peu dur. Et après, je me dis, t'inquiète pas, le marathon, c'est ça, c'est des moments où c'est dur, des moments où ça va mieux. Voilà. Et c'est vrai qu'il faisait chaud, donc je pensais vite à m'hydrater et à m'alimenter aussi, pour me redonner un petit coup de boost. Mais ça suffisait pas. Non, ça suffisait pas. J'avais une copine qui me rattrape. On partait à peu près sur les mêmes chronos, mais on s'est pas vu dans le sas, donc je savais pas trop où elle était. Elle revient vers moi. Elle me dit également qu'elle, c'est difficile. Je lui dis que j'allais pas aller bien loin, que j'allais m'arrêter un peu plus loin, et que et c'est ce que j'ai fait, quoi. Ouais, ça devait être vers le 20e, 21e ou 22. Enfin ouais. Je me voyais pas terminer en footing. C'était trop douloureux physiquement. C'est peut-être ça aussi, la beauté du marathon, c'est qu'on se prépare pour un seul objectif. On peut pas se manquer, et en fait, quand l'échec arrive, c'est
c'est d'autant plus dur à encaisser. Ouais, parce qu'on le voit jamais arriver en fait l'échec. Enfin, quand tout se passe bien, quand tout se déroule, très bien. Hein, c'est ce que je disais, la prépa, tout, la nuit avant le marathon, j'ai super bien dormi, alors que ça m'arrive jamais de bien dormir. J'étais très contente non, tout allait super bien. Et donc forcément, on ne voit pas arriver, mais ça fait partie du jeu. Et contrairement à d'autres courses, on peut pas rebondir le week-end d'après avec notre marathon. C'est pas possible. Enfin, c'est très rare, quoi. Déjà, il faut en trouver un, il faut être disponible, faut avoir aussi récupéré, parce que même si j'ai arrêté tôt dans le marathon, il faut récupérer aussi physiquement et mentalement. Mais après ça c'est vite rentré dans l'ordre. Et quelles leçons tu en as tirées pour la prochaine fois ? Ça m'a permis d'accepter accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent. Quand on peut pas faire autrement, en fait, j'avais beau essayer de pousser encore la machine, mais ça répondait pas, ça servait à rien. Donc ça m'a permis d'écouter, de plus m'écouter, écouter mon corps et dans ces moments-là, ouais. Et pas le vivre comme un échec justement, et de rebondir, parce que après forcément ça a cogité dans ma tête et je me suis dit si je veux continuer dans la saison, et je pourrais enchaîner plus rapidement et me préparer aux autres objectifs. Après, c'est une expérience à prendre, parce que de toute façon tu as fait la préparation. Oui. Et justement pendant cette préparation, tu t'as prouvé plusieurs mois après que tu pouvais justement faire des records sur des distances plus courtes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Oui. Des gens qui en prépa marathon font un 10 bornes pour se débrider, et finalement ils font un chrono de 1 minute. Donc il faut aussi voir le positif, et comme je disais, on peut parler d'échec, mais c'en est pas vraiment, c'est plutôt une expérience. Oui. Et dans la vie d'un coureur, en plus, on a plus souvent des désillusions que des moments où on se dit c'est génial, j'ai fait ce que je voulais. Et ça m'a servi, hein, ça c'est sûr que ça m'a servi pour la suite. Et puis comme tu dis, moi avant j'étais un peu naïve sur la distance, sur tout ça, et je pensais pas qu'on puisse réaliser des chronos sur des distances inférieures, comme le 5, le 10 km dans une prépa marathon, où on a l'impression qu'on se bride à une allure marathon. En fait, pas du tout. On a du volume. Certes, la vitesse, on la travaille on la travaille également, en fait, malgré l'allure marathon. Et c'est ce qui s'était passé pour mon marathon de Valence, donc en décembre dernier, où j'avais fait mon record sur 5 km pendant la prépa, sans avoir fait d'allure spécifique, 5 km. Donc là, ça m'a motivée pour la suite, et je me suis dit allez, je me lance maintenant. Je vais essayer de faire pendant la prépa, je vais faire un 10 km. Donc j'avais fait Vénissieux, qui était je crois 15 jours avant le marathon. Donc c'était peut-être un risque que j'ai pris. J'ai fait mon record personnel, donc j'étais super contente donc sur 10 km. Mais peut-être que j'ai laissé un petit peu de fatigue, et que le 2h38 que je visais s'est transformé en 2h40. Voilà, c'est possible, mais j'étais satisfaite, j'avais fait mon record sur 10 km, quoi. Et tout à l'heure, tu as mentionné un chrono qui te ferait rêver sur marathon. Ça serait quoi, ce chrono ? Dans l'immédiat, on va dire, dans les années à venir proches, j'aimerais me rapprocher des 2h35, et après à voir et à réajuster par la suite. Tu penses que ça va te prendre combien de temps d'atteindre ce 2h35 ? Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit l'année prochaine. Et si ça l'est pas, ça sera, on essaiera de le faire l'année suivante, et peut-être l'année encore d'après. Donc tu as dit l'année prochaine, ça veut dire qu'il y en a bientôt un en préparation ? Oui, normalement j'ai un dossard pour le marathon de Valence 2026. Donc on va repartir sur un cycle marathon, ouais. Et là tout de suite j'en ai envie. En plus j'ai suivi le marathon, j'ai suivi plein d'athlètes qui le couraient, leur prépa. Et alors au début ça me faisait pas bien envie, parce que moi je sortais de la mienne, donc j'avais envie de souffler. Et là de les voir courir, ça m'a reboosté. Là je suis motivée.
Bah super, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. C'est gentil. Est-ce que tu as des axes d'amélioration à mettre en place? Est-ce que ça pourrait être de la prépa physique, de la prépa mentale ou même d'autres choses qui n'ont rien à voir? Ouais, complètement. Enfin, moi, je pense qu'il y a, enfin, tout ce qu'il y a à apprendre là-dessus, c'est important. Le sommeil, à être plus vigilante sur le sommeil. La prépa mentale, c'est quelque chose que j'ai testé auparavant, qui m'a apporté plein de clés aujourd'hui sur lesquelles je me base encore pour aborder mes compétitions, des gros objectifs. Et ça, peut-être qu'il faudrait plus le travailler. L'aspect physique aussi, avec le renfort musculaire, à intégrer de façon systématique. Là, c'est vraiment cyclique, en fonction de ce que je prépare, donc où je l'intègre dans ma préparation, mais peut-être en faire tout au long de l'année. Voilà, c'est des choses à voir, qui pourraient se mettre en place. Il faut juste trouver le temps et le caler dans l'emploi du temps surtout. Ouais. Tu es toujours suivie pour la préparation mentale ou juste tu avais des séances et après c'est toi qui as fait ton chemin de ton côté? Ouais, non, voilà, c'est passé comme ça. J'ai fait quelques séances, etc. Je n'ai pas gardé le suivi de façon sur la durée, parce qu'après, je pense qu'il y a peut-être... je ne sais même pas pourquoi ça s'est arrêté, mais j'en avais plus besoin à ce moment-là. Mais j'ai toujours les petites bases en tête, quoi. Ouais. À la maison, j'ai l'impression qu'il y a deux visions de l'entraînement qui cohabitent. Dis-moi si je fais erreur, mais on a d'un côté un Pierre qui fait beaucoup de volume, oui, et toi qui en fais peut-être un peu moins, avec plus de qualité. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu peux nous éclairer? Mon avis, c'est déjà chacun est différent, chacun réagit différemment à la charge d'entraînement. Il faut apprendre à se connaître, s'écouter, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et moi, je sais que j'ai mon fonctionnement qui m'est propre. J'ai besoin de temps de récupération pour enchaîner sur d'autres, sur une autre semaine ou quoi que ce soit. Donc j'ai besoin de temps de récupération que Pierre lui peut-être prend pas, donc c'est pour ça qu'il enchaîne beaucoup, parce qu'il n'en a pas besoin et qu'il n'en ressent pas le besoin non plus. Moi, je pense que le repos il est important dans une étude. Il est aussi important que des séances de qualité, ouais, ça c'est sûr. Tu fais des jours de repos chaque semaine ou pas forcément? Non, tous les 15 jours. Moi je prends un jour de repos par quinzaine. Et après, je fais des cycles, comme beaucoup, de 4 semaines d'entraînement et une semaine de régénération. Voilà, où là, je force moins, c'est plus du plaisir. Les séances arrivent en milieu de semaine, il n'y en a pas forcément en début de semaine. Où je fais autre chose, du vélo, ce que j'ai envie, quoi. En termes de kilométrage, ça représente combien de kilomètres, par exemple, combien de kilomètres hebdomadaires pour une préparation marathon et aussi pour une prépa cross, par exemple? Ouais, alors ce que je vais me servir en fait de la vision de Pierre, c'est le volume quand même. Et ça, je m'en suis aperçue aussi avec les marathons, que le volume quand même avait une place aussi importante. Il ne faut pas le faire n'importe comment, à des allures bien cadrées aussi. Donc en prépa marathon, je vais être à 100 km par semaine, des fois 110, 120, parce que je peux pas aller au-delà en fait. Je n'ai pas le temps pour caser plus d'entraînement. Et prépa cross, il y en aura un petit peu moins, mais ça va se rapprocher des 100 quand même. Et tu as toujours été dans ces eaux-là, ou alors avant t'en faisais peut-être moins? Ouais, j'en faisais moins, ouais. Ça doit faire... Avant ma grossesse, je commençais à en faire un peu quand même. Je devais, c'est vrai que quand je faisais une semaine à 100, j'étais super contente, quoi. Enfin, c'était... voilà, donc c'est vrai que j'essayais de l'atteindre. Aujourd'hui, non, mais je pense que je tourne à peu près dans ces eaux-là, ouais. Et ce qui te bloque, c'est plutôt les contraintes, ou alors juste que tu n'en ressens pas forcément le besoin ou que tu vois pas trop l'utilité? J'aimerais tester de faire plus de kilomètres et de voir comment mon corps réagit. Mais là, je peux pas le caser, non, ça je peux pas. Ouais. Non, c'est déjà... après, vraiment, j'aurais
plus de temps, enfin je me consacrer ma vie qu'au travail et à la course, quoi. Et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai quand même envie de rajouter que pour les gens qui ne savent pas, le Puy-en-Velay est quand même un endroit très vallonné. Oui. Et donc une semaine à 100 km au Puy n'est pas pareil qu'une semaine à 100 km ailleurs en France. Donc c'est aussi difficile de borner ici, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a des contraintes aussi, mais c'est un avantage également parce que ça nous fait du renfort naturellement, quoi. C'est vrai que on n'a pas peur des montées. Moi en cross, dès qu'il y a des côtes, les filles elles disent oh là là ça montait. Finalement, moi je disais ouais ça va. Ça descend finalement. Non peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, on est habitué à avoir du dénivelé. Et c'est quoi ta vision de toi en tant qu'athlète pour les prochains mois et les prochaines années? Continuer à voilà à trouver cet équilibre entre tout ce qu'on vient d'évoquer, la vie de famille, la vie professionnelle, la course, enfin vivre de tout ça en fait, s'enrichir de tout ça, j'ai envie de dire. Moi je suis une compétitrice, donc c'est les objectifs, les chronos, vraiment d'essayer de donner mon max pour performer dans mes disciplines et dans ma discipline et toujours avec l'envie de le faire, quoi. Pas y aller à contre-cœur parce qu'il faut y aller. Non, ce jour-là, je pense que c'est que j'aurais fait le tour et que j'aurais envie qu'il faudra que j'arrête, quoi. C'est quoi tes rêves en athlète à court terme, moyen terme, long terme? À court terme, en fait, j'ai envie de faire un semi-marathon parce que j'en ai pas vraiment préparé. J'en ai fait un, c'était dans le cadre de la prépa marathon. Donc c'était à l'allure marathon, je sais pas trop ce que ça va donner, ou des Marseille-Cassis qui sont pas des semis, c'est pas plat. Donc ouais, à court terme, mon objectif serait de faire un semi-marathon, ce qui va être le cas d'ailleurs en 2026, et de faire quelque chose de sympa. Si on peut aller grappiller quelque chose sur ce 33-48 sur 10 km, ce serait top. Peut-être plus de pistes. Cette année, les crosses, je vais les faire à moitié, donc ça sera pas le gros objectif malheureusement. Mais voilà, il faut... ça se greffe en fait au fur et à mesure de la saison en fonction des aléas, donc c'est ça. T'en as déjà un peu parlé, mais c'est quoi tes prochaines échéances pour la saison à venir? Donc là, on va enchaîner avec une partie des crosses. Je n'irai pas jusqu'aux France, malheureusement. Il fallait se qualifier quand même avant, mais je suis pas là ce week-end-là parce que on va faire avec Pierre le semi de Lisbonne, au Portugal. Là, ça va s'articuler là-dessus, une prépa cross et qui s'orientera, qui va basculer sur une prépa semi. Une prépa cross avec du volume, je pense. J'en ai pas encore parlé avec mon coach, mais c'est un peu l'idée. Et après, on verra. Après, je verrai, ouais. Et tu as parlé de Marseille-Cassis. Est-ce que les courses comme ça, classiques, c'est quelque chose qui t'attire? Ah ouais, vraiment, parce que ça ramène beaucoup de monde. Alors c'est une organisation aussi parce que il faut prendre en considération qu'il y a beaucoup de monde mais ça c'est à vivre aussi. C'est comme les 15 km du Puy, on se sent porté tout le long. C'est des courses mythiques et il faut les faire. Moi j'aime cette ambiance, en tout cas. J'aime cette ambiance et même pour la performance, c'est quand même mieux qu'il y ait de la densité de coureurs, de public aussi, que d'aller faire des courses où... alors je dis pas, il n'y a pas de petites courses ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que où on va être seul ou quoi que ce soit, c'est moins plaisant. C'est moins plaisant, ouais, ça c'est sûr. Mais après la course à pied, ça a quand même pris... c'est en train ça a explosé depuis quelques années et les gens s'inscrivent sur des courses. Donc aujourd'hui, il y a peu de courses où il n'y a pas grand monde dessus, quoi. Et ça, c'est plutôt positif pour notre discipline, carrément. Il y a une course, une classique en particulier que tu n'as pas encore réalisée, qui t'attire? Ouais, alors ça va être peut-être en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais j'aimerais bien courir à Londres. Et
Et avec une amie, avant que je fasse un marathon, on avait dit qu'on ferait le marathon de Londres. Donc pourquoi pas, ouais. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que ouais, c'est celui qui me vient en tête tout de suite. Et en France? En France, la prom classique, c'est quelque chose aussi que ouais, j'ai déjà faite par contre, hein, mais je dirais celle-ci. Est-ce que tu envisagerais de passer sur trail après tes saisons en cross, sur marathon, sur piste? Il faut jamais dire jamais, mais non, pas. J'adore courir en nature, hein, mais le trail pas tout de suite parce que je me plais vraiment sur route et j'y pense pas, mais dans mon objectif, dans un futur, je veux dire, moins proche, ça peut s'envisager. Donc tu dirais pas non? Non, je dis pas non, mais c'est dur le trail, hein. J'ai pu y essayer, c'est quand même, c'est pas la route, hein. La route aussi, c'est pas ça, c'est inconvénient, c'est difficile, mais le trail également, donc on peut pas tout faire. Je reste vraiment encore centrée sur mes pratiques. Et sur la piste, est-ce que c'est un secteur que tu as envie de travailler ou ça t'attire pas plus que ça? Si, complètement, ouais, complètement. Mais comme on le disait en début, il faut peut-être faire des impasses sur certaines courses avant pour arriver peut-être plus frais. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à connaître. Est-ce que... Alors, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Oui. Je sais pas s'il y a un point qu'on n'a pas abordé, que tu as envie d'aborder maintenant. Bon, pas particulièrement, je trouve que c'était intéressant. Alors, on a balayé pas mal de choses en tout cas. Dans ce cas-là, je vais devoir te poser la question de la fin, qui est quel athlète tu aimerais voir dans le podcast pour les prochains épisodes? La fameuse question. Il y a une athlète en particulier que j'ai envie de découvrir. C'est Anaëlle Guillonnet, qui en ce moment, moi je pense que ça a été son année 2025. Hein, elle m'a toujours intriguée je trouve que c'est une athlète complète, donc j'ai envie d'en savoir plus sur elle, si elle accepte, bien sûr. Et après, il y a plusieurs noms qui me viennent en tête, mais plus sur le plan des entraînements. Moi, je suis de l'époque où il y avait Sophie Duhart qui courait, c'était un peu mon modèle à l'époque, etc. Je sais qu'elle entraîne, pourquoi pas. Farouk Madassi pour sa personnalité et ses qualités d'entraîneur. Mais j'ai envie de rester plus locale. Et je vais citer Julien Chastan, qui est un entraîneur de d'athlétisme et qui est un passionné. Mais vraiment, je pense que j'en ai pas vu deux comme lui d'athlétisme. Donc, je vais dire ces deux athlètes. Je confirme, c'est vrai que Anaëlle, on peut dire que c'est son année et qu'elle a passé un très gros cap, et que ça a l'air d'être une super personne au-delà d'une incroyable athlète. Ouais, complètement. Et par rapport à Julien Chastan, alors personnellement j'ai été entraînée par Julien pendant de nombreuses années et je pense que je lui dois beaucoup aujourd'hui. Et je pense que dans une petite ville qui est Le Puy, il arrive toujours à fédérer un vivier d'athlètes et à faire progresser les jeunes. Et il est toujours là sur la piste, peu importe l'heure, la météo, il accompagne à toutes les compétitions. Et c'est vrai que je pense qu'il nous a un peu transmis à tous cette passion de l'athlète. Le virus de l'athlétisme, mais c'est certain. Et à n'importe quel âge, parce qu'il prend en charge plutôt les jeunes athlètes, mais les plus anciens parfois aussi. Hein, et il il véhicule cette passion pour l'athlète. Il a plein d'anecdotes en plus. Et quand on part avec lui sur des événements, il connaît un tas de personnes, un tas d'athlètes et on apprend toujours, on passe toujours de très bons moments. Et puis c'est un bavard. Il parle beaucoup et on apprend aussi plein de choses sur l'athlète en général. Et d'ailleurs là on est sur son spot qu'il appelle, c'est là où il fait ses 1000 et 2000 avec ses jeunes les week-ends.
Ça en fait partie. On est vraiment sur le départ justement du mille. Du fameux spot que j'ai poncé aussi. Voilà, j'imagine. Je me souviens les samedis matins à faire des allers-retours des 2000, 3000 là-dessus. Ah oui. Donc voilà. Donc, tout nous lie à Julien et c'est pour ça que j'aimerais l'entendre aussi dans Born Podcast. Voilà, il ne reste plus qu'à Pierre à programmer un Born Podcast avec Jules Chastan. En plusieurs épisodes sûrement parce qu'il risque d'être long. Merci beaucoup Laurie pour cet échange très enrichissant. Ouais, j'espère. Écoute, on verra, mais j'ai apprécié discuter avec toi. Et moi aussi, et bon courage pour tes prochains objectifs et la saison qui approche à grands pas. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À bientôt sur Born Podcast.